Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la création de valeur et la veille stratégique en se mettant dans la peau du directeur financier. L'étude du modèle économique d'une entreprise est indispensable pour faire le lien entre le métier, autrement dit la stratégie, et la finance. En effet, les décisions financières et les solutions doivent être compatibles avec les choix stratégiques de l'entreprise, c'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, le modèle économique de création de valeur. Il est nécessaire en effet de comprendre parfaitement la notion de marché. Tout d'abord, le marché de l'entreprise. Tout marché financier est un compromis entre optimisme et prudence. Rien ne peut garantir une réussite. Le cycle de vie est donc le modèle de base qui permet de concilier optimisme et prudence. Tout d'abord, l'introduction. Au début de vie du produit, un produit va connaître une forte croissance, puis se stabiliser ensuite. Tant que le produit est en croissance, les projections futures sont optimistes et laissent présager d'excellents retours financiers. Lors de la phase de maturité, cela peut aboutir en fait à payer parfois plus cher par rapport aux retombées véritables et bien évidemment, le déclin entraîne toute fin d'activité et donc retombées financières. Sachant que toute croissance finira tôt ou tard par se stabiliser. Prenons l'exemple donc des e-cigarettes, donc des points de vente qui se sont fortement développés. En effet, en 2010, les ventes d'e-cigarettes ont explosé et sont passées donc à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires avec seulement 11 points de vente. En 2011, soit un an plus tard, on a 40 millions de chiffre d'affaires. Alors, plusieurs constats. Tout d'abord, 20 millions de fumeurs et 2 millions de vapoteurs. Le vapotage paraît effectivement assez ludique, avec des arômes. Ça peut même effectivement séduire parfois certains non-fumeurs. Et enfin, le vapotage est non remboursé par la sécurité sociale. Il y aurait certaines possibilités à terme. Donc, plusieurs arguments en faveur de la hausse continue du développement de vente d'e-cigarettes. Dans la réalité, on observe un retournement. En effet, l'année 2014 même plus précisément, c'est l'année du retournement, malgré toutes les prévisions positives. En effet, le marché est arrivé à maturité. On dit souvent que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. La taille du marché. En effet, après avoir étudié le cycle de vie, il était intéressant de voir cette taille du marché, certaines notions très marketing bien évidemment. Donc la taille du marché, c'est intéressant pour pouvoir analyser avec méthode et éviter d'être trop optimiste en tant que financier. Tout d'abord, la notion de population totale qui est donc la base de l'évaluation. Nous avons plusieurs sous-catégories. Tout d'abord, le marché potentiel, autrement dit, l'ensemble des personnes consommant ou pouvant consommer. Nous avons le marché réel, autrement dit le chiffre d'affaires des entreprises du secteur concerné, du produit. Et dans ce marché potentiel, nous avons également donc, les non-consommateurs relatifs, donc, qui permet, donc, autrement dit, de mesurer la saturation du marché. Plus il est saturé, plus il est difficile de croître, d'augmenter autrement que par une pression des concurrents. Revenons au marché réel. Nous avons donc le chiffre d'affaires de l'entreprise et le chiffre d'affaires des concurrents. En parallèle, nous avons ce qu'on appelle les non-consommateurs absolus, autrement dit ceux qui ne peuvent pas consommer. Donc c'est un préalable pour identifier finalement la taille du marché potentiel en évitant une surévaluation du marché. Et là, c'est extrêmement important pour notre financier. Prenons l'exemple du taux d'équipement en téléphonie, ordinateur et Internet à domicile. Donc on a effectivement un taux d'équipement qui montre la saturation potentielle ou non du marché, le chiffre d'affaires de l'entreprise comparé au chiffre d'affaires du secteur permet de mesurer ce qu'on appelle la part de marché, qui est la clé de l'affrontement concurrentiel et permet donc à une entreprise potentielle de pénétrer ce marché ou non. Alors, passons au choix stratégique dans un grand B, le niveau du produit proposé. Tout d'abord, un produit, donc le produit lui-même, donc sur un marché, donc un bien ou un service peut avoir un positionnement varié. Le positionnement, en fait, c'est la place du produit dans l'esprit du consommateur. Il existe plusieurs stratégies possibles. Tout d'abord, selon le rapport qualité-prix. Autrement dit, on aura donc un prix élevé pour les produits haut de gamme, les produits moyenne gamme et des prix un peu plus faibles pour les produits bas de gamme.
On peut avoir un affrontement également luxe populaire, autrement dit, le consommateur peut osciller entre haut de gamme pour les offres intéressantes et bas de gamme pour les consommations qu'il juge secondaires. Ensuite, nous avons la dimension subjective du positionnement. Sur des offres identiques, on va donc jouer sur des stratégies, sur des caractéristiques secondaires pour donner envie au consommateur en fait, d'acheter le produit. Par exemple, prenons le cas du marché de l'eau. Si je vous parle de épargne, vous allez penser tout de suite transit. Si je vous parle de contexte, vous allez penser minceur. Cristalline, prix. Evian, jeunesse. Vitel, vitalité. Badois, légèreté. Et enfin, Perrier, vous allez sans doute penser à folie. Alors, au niveau du prix, nous avons également donc une stratégie à mettre en œuvre. En effet, la fixation initiale donc, du prix en fait, est un choix stratégique qui intervient à deux niveaux distincts. Les conséquences du choix, c'est-à-dire que le prix est élevé parce qu'on a des coûts qui sont importants, ou alors cause du choix, autrement dit, un indicateur de la valeur au consommateur. Qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place? Est-ce qu'on souhaite mettre un prix élevé parce que le produit est de qualité? Alors, il est important de savoir que le prix doit tenir compte de plusieurs éléments, notamment la concurrence, car le consommateur va forcément comparer les prix. On peut avoir une stratégie d'écrémage, autrement dit, on va fixer un prix élevé pour une offre de meilleure qualité. On peut également avoir une stratégie d'alignement par rapport à la concurrence et enfin une stratégie de pénétration, autrement dit un prix faible pour pouvoir donc faire et réaliser ce qu'on appelle des économies d'échelle. Ensuite, nous pouvons avoir une stratégie, donc toujours au niveau du prix, en jouant sur les circuits de distribution. Pour passer du producteur au consommateur, il existe en effet plusieurs circuits possibles. Tout d'abord, la vente directe, le producteur vend directement au consommateur sans intermédiaire. Le circuit court, nous avons un seul intermédiaire. C'est le cas par exemple de la grande distribution qui va acheter donc des produits auprès du fournisseur et passer par son grossiste, enfin sa centrale d'achat. Et nous avons ce qu'on appelle le circuit long à partir du moment où nous avons plusieurs intermédiaires. Par exemple, votre Kinder à la boulangerie va passer dans un premier temps donc, du fournisseur, du producteur vers donc un grossiste qui va revendre peut-être effectivement ensuite à une boulangerie et la boulangerie va vendre ensuite au consommateur final. Bien évidemment, cette stratégie va impacter la politique de coût et donc de prix de votre produit. La politique tarifaire est donc partagée en effet entre producteurs et distributeurs. Et plus il y a d'intermédiaires, plus cette marge risque d'être réduite en fait pour le producteur. Ensuite, au niveau du prix en pratique, prenons l'exemple du parfum. Si un consommateur vient de repérer donc un parfum, estimons donc à 90 €, toute taxe comprise. Si ce prix est de 90 €, imaginons effectivement que la TVA soit donc d'un certain montant, sachant qu'il est de 5, 7, 10, 20% en moyenne en fonction donc des caractéristiques des produits. Cette TVA, rappelez-vous, est collectée sur le client et restituée donc à l'État. Le prix hors taxe, qui est vraiment importante ici, est donc à 75 €. La marge distributeur, parce que notre distributeur va se prendre une marge, donc du distributeur donc, pour pouvoir payer son loyer, son personnel, sa publicité et faire une petite marge. Donc le coût d'achat sera à 36 €. Le prix de vente producteur, donc le producteur de parfum, lui, quant à lui, vend donc, son parfum à 36 €. Et en ayant déduit donc, ses coûts et en ayant fait ce qu'on appelle un coefficient, en appliquant un coefficient sectoriel pour pouvoir avoir une petite marge, donc souvent de 2 à 3, donc moins cher que le prix final, toute taxe comprise, payé par le client, il aura à la fin ce qu'on appelle son bénéfice, donc en moyenne de 3% en France. Alors, décoder le coefficient multiplicateur que nous venons d'aborder, ce fameux coefficient multiplicateur sectoriel, toute politique tarifaire en distributeur tient donc dans cette expression, cette coefficient. Donc, par combien multiplier le coût pour fixer le prix final de revente au client? C'est extrêmement important. Pour cela, dans un premier temps, nous allons prendre en compte la TVA, donc, qui, rappelez-vous, est restituée à l'État, et les dépenses, bien évidemment.
Ce coefficient sert à calculer la marge, qui est donc la différence entre le prix et le coût. Il existe des moyennes sectorielles de coefficients. Donc dans certains secteurs, dans les habits par exemple, ce coefficient est de 2,5. Dans les cosmétiques de 3. Dans par exemple les bouteilles en boîte de nuit de x10, les prothèses auditives de x20. À votre avis, comment expliquer donc ces différences de coefficients sectoriels? Tout d'abord par le manque de concurrence, mais également la présence de plusieurs intermédiaires. Plus il y a d'intermédiaires dans un secteur d'activité, moins la marge sera importante. D'où la volonté, la stratégie de ces entreprises de vendre en direct ou pas. Bien évidemment, tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Toujours au niveau du prix, abordons maintenant la notion des coûts. On parle effectivement de bouclage financier, c'est-à-dire la nécessité de rentrer dans ses frais et être rentable. Il existe plusieurs types de coûts. Tout d'abord, les coûts d'achat. Coûts d'achat, donc des matières premières, incontournables, compliqué de les réduire bien évidemment sans réduire la qualité du produit. On a ce qu'on appelle également les coûts de production. Donc l'achat de matières premières, bien évidemment, pour l'iPhone par exemple, on l'estime à environ 230 €. Et les frais donc, de conception de produits, donc on va dire la main-d'œuvre, mais également la machine. Cette main-d'œuvre pour l'iPhone est estimée à hauteur donc, de 10 €. Donc les coûts de production, mais également ce qu'on appelle les coûts de revient, c'est-à-dire les coûts de livraison, les frais généraux, de recherche, de design. En d'autres termes, les autres coûts pour une entreprise. Prenons l'exemple de la création de valeur. Donc tout produit se caractérise par des fonctions d'utilité, donc d'usage bien évidemment, et d'estime. L'usage, qu'est-ce que ça m'apporte clairement comme produit, comme satisfaction, et d'estime, donc ça véhicule une image de soi. Avoir un iPhone peut véhiculer une certaine image, une satisfaction personnelle aussi. Attention à la surqualité et à la sous-qualité, bien évidemment, en prenant en compte cette notion de coût et de valeur, de ne pas en faire trop alors que le produit a très peu d'estime ou d'usage. Si nous prenons l'exemple, comme je le disais, donc, de l'iPhone, ici il existe à gauche de mon tableau plusieurs coûts, donc estimés bien évidemment, et à droite, donc la marge dégagée. La marge dégagée, donc le prix donc, en TTC, rappelez-vous, je le mets en hors taxe, j'estime des coûts de production. La marge brute, ici, est la différence donc, entre mon prix en fait, hors taxe et mes coûts de production, estimés donc, à 352, le taux de marge, 60%, et le rapport entre ma marge brute et mon prix hors taxe. En d'autres termes, ici, donc c'est 352 divisé par 591 fois 100. Cette marge, ce taux de marge, permet de payer les frais de recherche, de communication, les frais généraux, etc. et d'avoir un bénéfice. Donc, nous venons de voir donc, la création de valeur. Abordons maintenant la veille et le diagnostic. Se tenir en éveil pour percevoir les évolutions. Comment se tenir effectivement en éveil pour percevoir une évolution? Le financier doit à la fois comprendre le modèle économique, c'est une bonne chose, mais également percevoir tout ce qui peut le remettre en question, le remettre en cause. Tout d'abord, la veille externe. Donc en tant que financier, il est important de pouvoir étudier son environnement. Son environnement, d'autres termes, donc une attitude d'observation active pour voir, observer tout changement. L'environnement, c'est tout ce qui peut influer sur la bonne marche de mon entreprise. L'événement, c'est tout ce qui peut impacter cette bonne marche. Prenons l'exemple d'une alerte pollution. Donc, s'il y a effectivement pollution, on va avoir comme événement, en fait, eh bien, l'interdiction d'utiliser sa voiture, son véhicule diesel à Paris sur toute une journée. Alors, en tant que financier, on se doit donc d'étudier ce qu'on appelle les menaces et les opportunités. Les menaces, tout ce qui peut baisser, réduire mon chiffre d'affaires. L'opportunité, à contrario, tout ce qui peut générer une croissance du chiffre d'affaires. En tant que financier, je peux donc utiliser un outil marketing et stratégie, le fameux modèle Pestel, qui permet donc d'analyser l'environnement de mon entreprise, politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légal. Prenons l'exemple de Naturalia, créé donc en 1973 par un couple de passionnés. L'enseigne compte 100 magasins et emploie près de 500 personnes. Cette entreprise a plusieurs menaces sur son marché,
donc tels que par exemple la montée en puissance des grandes surfaces alimentaires qui proposent du bio, donc les différents labels qui existent, qui peuvent complexifier l'offre, donc les problèmes de pouvoir d'achat également, ou encore les scandales sur les fraudes de produits bio et l'arrivée à la maturité du marché. Il existe également des opportunités, bien évidemment. Le marché du bio est un marché de masse, avec une croissance élevée, des consommateurs bio réguliers, des mesures politiques en faveur de ce marché, et également des scandales réguliers qui donnent envie aux consommateurs à passer bio, sans oublier le développement du logavore et du vegan. Quel est le rôle ici donc du financier? Le financier doit donc être capable de faire le lien entre les informations issues de son environnement et le possible impact sur son modèle économique, afin d'envisager donc les ajustements. Qu'en est-il des forces concurrentielles? Autre modèle, donc issu de la stratégie et du marketing, qui permet donc d'étudier la concurrence. Si nous prenons donc les 5 forces de Porter, et nous abordons donc 4 exemples, donc notamment la SNCF. Si nous prenons le cas de la SNCF, y a-t-il une forme de concurrence? Oui, on peut effectivement, en prenant l'exemple de Porter, parler des produits de substitution. Nous pouvons utiliser la voiture, le bus, le covoiturage, donc entrer en concurrence avec la SNCF. En tant qu'assembleur d'ordinateurs, donc on peut choisir entre Intel et AMD, on peut, mais en même temps, nous avons donc un pouvoir en face de nous de négociation de la part donc, des fournisseurs. Prenons l'exemple maintenant des petits producteurs, donc dans le domaine agricole, face aux centrales d'achat. Bien évidemment, nous avons un pouvoir de négociation de ces fameux clients grâce à l'achat de masse. Et enfin, prenons l'exemple du marché de la lessive, qui du coup, dans ce cadre un peu oligopole en fait, peut empêcher en fait à des nouveaux concurrents entreprises, donc nouvelles entreprises, de pénétrer ce marché. Donc avec cette difficulté, donc cette concurrence qui peut être très compliquée pour les nouveaux entrants. Donc cette force, ces forces de porteur, peut en tout cas cette stratégie, cet outil, ce modèle économique, peut donc être un outil très important pour notre financier afin d'étudier l'environnement concurrentiel de son entreprise. Étudions maintenant le diagnostic des ressources et des compétences. Quand on parle en fait de ressources, on parle des ressources humaines, donc l'effectif, le diplôme qui a un impact sur la productivité de mon entreprise, mais également les ressources financières, les capitaux propres, les capitaux externes, les ressources matérielles, stocks, les locaux, les équipements, les machines, mais également les ressources dites immatérielles, telles que les marques, les brevets, la recherche et le développement. Toutes ces ressources apparaissent donc au bilan. Donc, regardez le bilan, nous avons les immobilisations, nous avons les capitaux propres, nous avons donc les consommations et intermédiaires, etc. Cette analyse en fait du diagnostic interne est extrêmement importante parce que l'analyse en fait ne peut pas être constamment orientée vers l'extérieur de l'entreprise. Il faut donc étudier les évolutions internes. C'est pourquoi les ressources, donc à la compétence, est un point très important, est un point clé pour le financier, afin tout d'abord d'éviter tout blocage de l'activité. Cette notion de compétence, en fait, donne en quelque sorte l'identité même de l'entreprise. On va chercher à valoriser notre ressource dans notre entreprise. On parle de compétences clés, de facteurs clés de succès qui assurent notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-être. Suivi ensuite des points faibles, ce qui est extrêmement important pour une entreprise afin de repérer, donc c'est le rôle encore une fois du financier, repérer donc ces points faibles en donnant une base chiffrée et des objectifs à l'entreprise. On a 3 angles complémentaires en fait pour ce fameux suivi donc chiffré. On a tout d'abord l'espace pour comparer donc avec les autres entreprises. On a le temps, donc la comparaison de nos données par rapport au passé. Et enfin les normes, donc rester dans la norme par rapport aux banques, aux documents institutionnels, etc. Nous sommes toujours donc dans le diagnostic interne. Nous allons maintenant aborder les faiblesses types, l'inaptitude potentielle à vendre. Rappelez-vous, notre modèle économique est basé sur le chiffre d'affaires. L'objectif de l'entreprise, avant tout, est donc d'être rentable. Un chiffre d'affaires donc insuffisant est peut-être la conséquence de l'accumulation d'erreurs. On va parfois donc chercher à améliorer ce chiffre d'affaires à l'aide de 2 techniques complémentaires. L'upselling, c'est-à-dire la montée en gamme pour convaincre les consommateurs d'acheter donc un bien un peu plus cher et donc rentabiliser un peu plus, ou encore le cross-selling, donc les ventes complémentaires
par exemple donc des marchandises et des services qui apparaissent sur le compte de résultat. Et c'est d'ailleurs le rôle et l'objectif de ce document comptable, entre autres. Les faiblesses types en pratique, si nous prenons donc le cas de notre société Gesto, qui est spécialisée dans la réalisation de déménagements, depuis 2 ans, elle propose donc à la vente, en plus du déménagement, des cartons et des emballages. On va donc observer maintenant un extrait de son compte de résultat. Donc je vous invite à regarder, à étudier en mettant en pause. Mais là, clairement, ce qu'on peut effectivement dire, c'est qu'en termes de production vendue, donc de services, qui apparaît donc bien évidemment donc dans ce fameux compte de résultat, apparaît bien c'est ce cross-selling, ces ventes complémentaires. Par rapport au secteur, cette entreprise se positionne plutôt bien. La croissance du chiffre d'affaires, certes, est une faiblesse, mais en termes de vente et de taux de marge, elle a ce qu'on peut effectivement clairement dire, une certaine force, parce que l'entreprise dégage aujourd'hui près de 2 fois plus de ventes que ses concurrents, et elle valorise beaucoup plus donc les prix et permet donc de multiplier ses ventes en vendant un peu moins cher. Gaspillage et points divers, extrêmement important, c'est également le rôle de notre financier en entreprise. Tout d'abord, le gaspillage des matières premières, autrement dit des consommations intermédiaires. Cela peut impacter bien évidemment la rentabilité de l'entreprise. C'est pourquoi le financier doit donc disposer d'indicateurs pour pouvoir faire au mieux. Le gaspillage sur les frais généraux, notamment le loyer, le personnel. Donc, il n'y a pas de création de richesse directe en fait sur la production. Donc, le financier évalue les tendances, le niveau sectoriel et va tenter d'optimiser. Une main-d'œuvre pas assez productive, eh bien, c'est un indicateur de gestion qui peut également être mesuré. Manque de productivité des équipements, autre point, autre problématique qui peut être également mesurée donc, dans les documents comptables, donc avec des calculs plus spécifiques, sans oublier l'endettement déraisonnable qui est également donc, dans les documents comptables, qui peut être optimisé, revu de manière stratégique. Donc nous venons de terminer notre thème, le cours sera approfondi via un cas pratique en TD. À bientôt pour de nouvelles aventures financières.